C'est un sujet assez technique et je livrerai quelques chiffres. Donc, en un mot, le message que je voudrais livrer, c'est qu'il y a une crédibilité arithmétique. Je m'interroge malgré tout sur la crédibilité politique. Alors, sur donc, les finances publiques, c'est deux côtés, c'est les recettes et c'est les dépenses. Donc, les recettes, c'est grosso modo une structure d'impôt qui est appliquée à une structure du PIB. Donc, le PIB, je vais supposer qu'on va rester sur un scénario relativement optimiste retenu par le gouvernement, disons grosso modo de 1,7-1,8% de croissance jusqu'à la fin du quinquennat. Les impôts, on sait qu'ont été décidés une diminution de 20 milliards d'euros, ce qui fait à peu près 1% du PIB. Et donc du côté des dépenses, l'objectif c'est de réduire de 3 points le pourcentage que représentent les dépenses publiques dans le PIB. Donc, comme l'a rappelé Jean, l'objectif ça a été de respecter les 3%, l'objectif des 3%, et il est affiché qu'en 2022, on aura un déficit à peu près autour de 1%, ce qui fait que, évidemment, comptablement, hein, on va diminuer de 3% les dépenses publiques en points de PIB, et on va diminuer les impôts de 1 point de PIB, donc on a bien moins 2. Alors, l'essentiel de mon exposé va porter sur la crédibilité, sur l'évolution des dépenses publiques. Comment est-ce qu'on peut faire moins 3 en points de PIB? Alors d'abord, je vais raisonner tout le temps en volume, je vais m'appuyer sur la comptabilité nationale, qui est, je dirais, plus stable dans ses définitions que la comptabilité publique, et je vais prendre une approche globale, c'est-à-dire sur l'ensemble du périmètre des dépenses publiques, État, collectivités locales et sécurité sociale. Donc si on retient et si on raisonne en volume, eh bien, pour faire en sorte qu'il y ait une diminution en 2022 de 3 points de PIB de la dépense, il faut grosso modo que les dépenses publiques n'augmentent pas plus vite en rythme annuel en volume autour de 0,8%. 0,8%, ça comprend quand même les charges de la dette. Les charges de la dette sont historiquement très basses. Les taux d'intérêt auxquels la France emprunte sont extrêmement bas. Et donc, il est peu probable malgré tout qu'il n'y ait pas une remontée. Et si on prend une remontée de, je dirais, 10 points de base chaque année, ce qui ferait 50 points de base en 2022 par rapport à aujourd'hui, et si on tient compte du fait que la dette en pourcentage du PIB ne va pas réellement diminuer, eh bien, on a quand même une charge de la dette qui va peser peut-être à hauteur de 0,2 points, ce qui fait que pour l'ensemble des autres dépenses, les dépenses générales, si vous voulez, hors charge de la dette, ça nous fait quelque part 0,6, 0,7 qui reste, ce qui représente à peu près 8 milliards de plus de dépenses en volume chaque année. Alors vous pouvez me dire 8 milliards, ça peut paraître considérable. Oui, mais c'est là qu'il faut peut-être s'interroger en disant quel est l'effort que doit fournir, je dirais, Macron par rapport à Hollande. On va regarder, je dirais, le budget 2016, enfin, pour l'ensemble des administrations publiques, tel qu'il a été exécuté donc, et tel qu'il apparaît en comptabilité nationale. Alors on peut avoir une approche, je dirais, en distinguant État, sécurité sociale et collectivité locale. Je pense qu'il y a une autre approche qui est aussi intéressante, qui est de se dire qu'il y a différents types de dépenses. Les dépenses pour payer les fonctionnaires, les dépenses d'intervention, les dépenses de prestations sociales. Elles n'ont pas toutes le même volume, elles ne représentent pas tous la même partie des dépenses. Il y a exactement 5 types de dépenses, et parmi ces dépenses, le bloc majoritaire, qui représente presque 50% au total sur l'ensemble des dépenses de toutes les collectivités publiques, c'est les prestations sociales, 48%. Et donc, en 2016, eh bien, les dépenses, alors qu'il y avait une inflation nulle, donc c'était vraiment une croissance en volume, ces dépenses sociales ont progressé de 1,8%, c'est-à-dire de 10 milliards. 10 milliards, alors qu'au total, l'enveloppe qui, en volume, serait chaque année de 8 milliards. Donc, je voudrais d'abord dire que l'essentiel, enfin, une grande partie de la crédibilité du programme va donc être de savoir si on va pouvoir engager une réduction légère, mais quand même certaine, de la voilure des dépenses sociales en France, c'est-à-dire de ce qu'on considère comme le modèle social français. Est-ce que c'est crédible arithmétiquement et politiquement?
Sur les autres postes, je pense que quand on regarde ce qui a été réalisé par le gouvernement précédent, on se rend compte que les performances sont relativement bonnes. 0 en investissement de croissance, en volume, 0 en consommation intermédiaire. Les dépenses sur les salaires des fonctionnaires, simplement 0,8%. Donc on est pratiquement dans les purs sur les autres postes. Donc je dirais l'inconnu, c'est vraiment l'ensemble du bloc des prestations sociales qui, je rappelle, représente pratiquement la moitié du budget des dépenses publiques. Et de ce côté-là, si on regarde maintenant comment elle se ventile, sur la famille, bien sûr, on va pouvoir faire, on a déjà fait des économies sous le quinquennat précédent, on continuera à en faire. Sur les retraites, je vous signale que quand même ce gouvernement a décidé en 2019 de, je dirais, différer l'augmentation automatique des retraites pour suivre l'inflation. Donc ce qu'on peut supposer, c'est qu'il va y avoir malgré tout, du côté des retraites, une rentrée dans un système de pension plus faible du fait d'un marché du travail plus allant et du fait aussi que toutes les mesures d'âge, toutes les mesures précédentes continuent à jouer. Du côté du chômage, il va y avoir une diminution du chômage. Mais en même temps, la couverture des droits va augmenter et va s'étendre aux démissionnaires et aux indépendants. La santé, il y a un grand objectif sur l'ambulatoire, mais il y a 4 à 5 milliards avec les remboursements sur l'optique. Sur le logement, il y a eu un coup de frein qui a été annoncé, qui représente à peu près 3 milliards, 2 milliards cette année et 1 milliard l'année prochaine. Les minima sociaux, là c'est la reprise de l'emploi, mais aussi, et là c'est très important, la formation qu'on va pouvoir apporter à des gens qui ont décroché du marché de l'emploi. C'est pour ça que là, le programme d'investissement de 14 milliards dont tu as parlé est très important de ce côté-là. Et puis, il y a la dépendance. Et là, avec le vieillissement, je ne vois pas comment est-ce qu'on va pouvoir ne pas augmenter le volume des dépenses publiques de ce côté-là. Donc, je dirais arithmétiquement, vous voyez que vu les engagements qui ont été pris, c'est sans doute possible, mais ça reste un petit peu difficile. Mais je voudrais maintenant finir sur la méthode, si vous me permettez. Il me semble que si on regarde un petit peu ce qui s'est passé depuis juin, le gouvernement a utilisé pas mal de capital politique pour, non pas sur la réforme du marché du travail, qui a, je dirais, été gérée d'une manière relativement habile, mais pour ne pas expliquer en fait des mesures qui ont été peut-être pas tout efficaces. Je pense à la mesure qui concernait la baisse des allocations de logement de 5 € pour 150 millions et qui a cristallisé une opposition. Donc je pense que le gouvernement a utilisé pas mal de capital politique pour ne pas expliquer correctement un certain nombre de mesures qui ont été prises. Et donc je trouve ça inquiétant, parce qu'on sait que le capital, c'est un capital. Hollande l'a subi en fin de quinquennat. Quand il est épuisé, eh bien, c'est comme le temps, il ne va pas revenir. Et donc, je voudrais dire qu'il me semble-t-il qu'il y a 2 méthodes qui peuvent être utilisées. La méthode qui a été utilisée dans le cadre de la réforme sur le contrat, sur le code du travail, où on met tous les partenaires autour de la table, on traite les gens en adultes, on explique quels sont les objectifs du gouvernement, et on dit finalement, on va vous prendre quelque chose, alors choisissez. Est-ce qu'on vous prend un bras, est-ce qu'on vous prend un rein, est-ce qu'on vous prend la rate, qu'est-ce que vous préférez? Et ça peut, si on s'adresse à des adultes, être plus ou moins compris. Et puis dans ça, il y a la deuxième méthode, qui est un peu une méthode de type Bercy, qui est de dire, eh bien, je vais essayer de prendre les gens par surprise, je ne vais pas forcément respecter ce que j'avais dit que j'allais faire, et finalement, sur un coup, c'est une méthode à un coup qui peut marcher, mais qui, je dirais, d'une part, ne présente aucun intérêt pédagogique à long terme, fait comme si on traitait les gens comme des enfants, et après, ils peuvent se comporter comme des enfants, comme des vilains garnements. Et ensuite, ça peut créer des effets de boomerang. Et j'ai peur que si on s'engage à faire ces réformes de dépenses publiques avec cette méthode, il y ait le capital politique s'épuise très rapidement. Voilà.